Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une introduction au marketing que je ferai tout seul parce que ça me tenait à cœur vraiment de vous faire une introduction dans le sens où on voit beaucoup de bullshit sur le marketing, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment maîtrisées, etc. Et je pense que comprendre un peu le fonctionnement du secteur, des métiers ainsi que le lexique, on va dire, prédominant dans cette matière, je pense que ça peut être vraiment ultra intéressant. Alors ça va être extrêmement, on va dire, théorique ce qu'on va voir, même si je vais essayer d'étayer d'exemples, que je vous donnerai des livres certainement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez level up ou au moins en savoir plus, voir des exemples de cas concrets, notamment avec un livre qui remémore toutes les grosses campagnes de marketing digital en 2020. Donc ça va vraiment être extrêmement théorique, mais vous allez voir, il y a des choses on peut en tirer certaines choses, ça vous donnera peut-être une ouverture d'esprit sur la matière et ça vous permettra peut-être de pouvoir performer un peu mieux dans vos ads, etc. Même de comprendre un peu le marketing interne des sites, même si je sais que Kempe vous fera toute une vidéo là-dessus explicitement. Ça vous permettra vraiment d'avoir une vision globale, on va dire, du marketing. Donc on passera vite fait par une définition et une démarche, on va dire la démarche du marketing, clairement, le rôle, les décisions et les hypothèses que sous-entend le marketing concrètement. Et après, je ferai l'élaboration d'une stratégie, on va dire, globale, en fait, comment on entend une stratégie de marketing globalement. Et à la fin, je ferai tout un point sur le lexique qui existe dans le marketing, parce que j'en vois beaucoup qui à chaque fois comprennent pas forcément ce qu'on dit, parce que moi c'est devenu des automatiques, par exemple CTA, Call to Action, voilà, c'est des automatiques qui vont un peu plus vite et qui sont, on va dire, empruntés de l'anglais, parce que c'est ce qu'ils utilisent, mais ça vous permettra au moins de savoir un petit peu le lexique, donc ça va être assez important. De toute façon, dans tous les cas, normalement, je ferai un fichier PDF ou Word qui vous remémorera un peu tout le lexique concrètement. Donc la place du marketing au sein des grandes entreprises, vous la connaissez, c'est un secteur vraiment à part entière. On va distinguer tous les gros secteurs d'une entreprise, que ça va être la production, la logistique, les ressources humaines, la comptabilité, la finance, le côté, on va dire, développement produit, etc. Il va y avoir toute une place au marketing qui va être vraiment assez importante dans le sens où ça va être vraiment primordial. Vous pouvez avoir un excellent produit, s'il n'y a pas de marketing derrière, vous n'allez pas pouvoir faire de vente et du coup votre entreprise ne sera pas du tout rentable. Donc voilà à peu près où se place le marketing, on va dire, dans les fonctions d'une entreprise. Elle va être au même type que la finance, la compta, le contrôle de gestion, comme je vous ai déjà dit. Et on va avoir une stratégie qui va être un peu plus long terme. En tout cas, là, je parle pour les marques, par exemple. On va essayer d'élaborer une stratégie qui sera beaucoup plus long-termiste. Et c'est ça qui fera la différence sur les shops, on va dire, de drop classiques de 1 ou 2 mois, etc. Dans tous les cas, vous savez un peu la vision qu'on a dans la formation qui est en gros de vraiment vous faire développer des marques, etc. Même si on a accès aussi le contenu dans le sens où vous pouvez faire vraiment du cash, on va dire, rapide avec des petits shops, etc. L'objectif vraiment de la format, c'est que le plus possible de gens se tournent après leur première dizaine de milliers d'euros, se tournent vers les marques, etc. et commencent vraiment à faire du chiffre sur le long terme pour sécuriser un peu leur vie. Et puis même, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de travailler sur une marque que sur un petit shop où il faut changer tous les mois, il faut changer de produit, etc. Donc le marketing, ça consiste à élaborer une offre de produits ou de services qui correspondent le mieux possible à la demande des clients. Donc en gros, ça va être vraiment adresser le bon message ou le bon produit à la bonne audience, clairement. Ça va être ultra important de comprendre ça dans le sens où c'est pas faire du marketing que de cibler une mauvaise audience. Ça va vraiment être du bullshit, ça pour le coup. Envoyer le bon produit à la bonne audience, ça va sous-entendre un certain nombre d'hypothèses, comme les personas, etc. de vos clients que vous allez essayer de développer. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire pour des shops full drop, etc. Mais ça pourrait être intéressant sur des marques de pouvoir se positionner un petit peu, de comprendre un peu avant de commencer la pub quel type de client va acheter sur nos shops, etc. pour mieux axer le marketing et mieux optimiser les dépenses. Dans tous les cas, vous verrez ça aussi dans les modules Facebook, Snap, etc. parce que là, pour le coup, c'est des produits qu'on lancera sans forcément de data au début. Vous pourrez au fur et à mesure commencer vraiment à élaborer des persona types et commencer à élaborer des créatives avec un certain message publicitaire à un certain moment pour une certaine audience. Et ce sera vraiment ce qu'on appellera le tunnel, enfin le funnel de marketing qui est ultra important et qui sera vraiment pour le coup ultra déterminant pour votre réussite dans le drop ou dans les marques, dans l'e-commerce, etc. Voilà à peu près. Donc on a des définitions aussi qui datent des années 1960, etc. La mise en œuvre des actions destinées à diriger le flux des marchandises. Moi je suis pas forcément, on va dire, je suis pas forcément adepte de ces définitions. On comprend pas grand-chose. Comprenez qu'il faut vraiment plus délivrer le bon message, sous-entendu le bon produit à la bonne audience au bon moment, clairement.
Donc ça va être vraiment une recherche et une découverte des besoins d'une population constante des personnes, c'est-à-dire qu'une bonne recherche de produits, etc. aussi, vous pouvez essayer de repérer tous les problèmes qu'ont les gens dans la vie commune, passer une semaine chez vos grands-parents, voir à peu près ce qui leur manque, même voir avec vos parents, des fois il y a il y a des produits qui leur correspondent pas complètement, essayer d'améliorer le produit par exemple, ou si vous voyez qu'il leur manque quelque chose dans la vie de tous les jours qui n'existe pas encore, ça peut être vraiment sympa de trouver des produits comme ça. Moi ça m'amuse, après c'est pas souvent les meilleurs, enfin c'est pas les meilleurs produits dans le sens où il n'y a aucune étude de marché, rien, vous vous basez vraiment que sur presque de l'émotion, comme je disais à la vidéo d'avant, c'est le genre d'erreurs qui peuvent vite ramener le fail, mais ça permet des fois, si on le repère sur un grand nombre de personnes, ce genre de produit, de faire vraiment un gros hold-up pour le coup et de pouvoir s'amuser. Donc vraiment, on va essayer d'identifier et de mesurer les besoins des personnes. Clairement, en gros, le marketing, c'est ça, de choisir des groupes et des marchés cibles, des audiences cibles, vraiment en fonction des caractéristiques de votre produit. Ensuite, la prochaine étape, ce sera d'offrir à un prix qui est raisonnable, on va dire, une solution ou un produit qui résout le problème de votre marché ou qui résout comment dire, les besoins de votre marché. Faire connaître et assurer la distribution de ces produits. Donc ça va vraiment être le marketing, on va dire, digital, etc. C'est-à-dire la pub, les ads, et vous connaissez toute la suite. Et voilà, la dernière étape, ce sera vraiment analyser vos campagnes, etc., analyser cette distribution et pouvoir, on va dire, atteindre vos objectifs et agir en conséquence concrètement. Le tout, bien sûr, sur des zones géographiques variées. Ça va peut-être être en France, comme ça va être peut-être si vous êtes e-commerçant et que vous voulez développer votre shop physique, développer sur vraiment un tout petit lieu, ça va être très sympa. Ou si vous voulez lancer en worldwide, voilà, tout le monde, etc. Ça va vraiment être conditionné sur le lieu puisque forcément l'audience par rapport à certains lieux va être vraiment très très différente pour le coup. Donc il va y avoir plusieurs, on va dire, le plan clairement d'une démarche en marketing. Donc ça va être vraiment, dans un premier point, l'étude et les recherches de marketing sur le secteur, donc quel client, etc. Et pouvoir analyser ensuite dans un second temps le comportement du consommateur. Donc il y a de très bons livres sur cette partie des comportements du consommateur comme Système 1, Système 2, où il y a un livre qui s'appelle directement le comportement du consommateur. Je mettrai ça de toute façon dans une liste où vous pourrez consulter en dessous de la vidéo, ça pourrait être vraiment sympa. Pour le coup, je conseille vraiment de lire des livres qui sont en rapport avec le sujet, ça permet de se donner une vision encore plus globale. Il y a des choses que je pourrais pas évoquer forcément maintenant, qui sont assez compliquées et qui permettent vraiment d'avoir un avantage, on va dire, concurrentiel sur les autres shops. La troisième étape, ça va vraiment être définir une stratégie de marketing. Alors ça vaut vraiment pour les marques. Quand vous êtes en drop, etc., vous n'allez pas forcément faire une stratégie très très poussée au début. Vous n'avez pas forcément non plus le budget en plus pour pouvoir mettre en place un tunnel dès le début full et pouvoir dépenser 500, 1000 balles par jour dès le début. Donc vraiment, on va adapter vite fait cette stratégie. Normalement, dans les prochaines vidéos, vous verrez qu'il y a des stratégies de testing, etc., qui vous permettront de commencer à faire des sous et pouvoir rapidement analyser les résultats, tout ça pour pouvoir ensuite embrayer par la suite. Et voilà, la dernière étape, pour les marques en tout cas, ça va être vraiment le marketing opérationnel et qui va concrètement, en gros, être illustré par faire les ads, mettre en place peut-être des ads en physique, des articles dans la presse, etc. Ça va être assez sympa. Après, ça c'est vraiment pour les grosses marques. Je vous conseille pas de faire du marketing physique tant que vous n'avez pas fait au moins un minimum 5 ou 6 millions d'euros pour le coup. Ça va être sympa à la télé, tout ça, pour vraiment donner une image de marque full, mais c'est pas ce qui est le plus rentable. Vraiment pareil pour tout ce qui est panneaux, articles dans les magazines de presse, etc. Ça va être vraiment sympa pour asseoir la marque, on va dire, et vraiment faire, on va dire, dominer un secteur, dominer à 100%, mais vous pouvez faire de gros chiffres avant de vous lancer dans cette étape-là, parce que à partir de ce moment-là, déjà, il va y avoir des gros concurrents face à vous, et ça va pas être encore une fois très très rentable. Donc on va avoir un certain nombre de décisions dans le marketing. On va déjà chercher à savoir comment identifier ses clients, puis ensuite comment les détecter, puis choisir les bons segments du marché. Ça va être ultra important. On peut aussi se poser comme question comment se démarquer des concurrents. Donc ça, par exemple, avec un bon shop, des bonnes vidéos, une bonne offre marketing, ça peut être vraiment le bon levier. Enfin, en tout cas, c'est le levier principal en drop, clairement. Jusqu'où peut-on personnaliser son offre? Par exemple, ça va être pour tout ce qui est pod, etc. Ou pour les marques qui veulent vraiment offrir un niveau d'expérience énorme. Comment gérer sa marque et la faire vivre, la faire prospérer, et comment gérer ses clients, s'adapter à des publics différents, essayer de faire évoluer la marque, on va dire, sur d'autres secteurs, ce qui est vraiment
pas simple, on va dire, mais qui vaut vraiment le coup. Et c'est pour ça que c'est des questions qu'on va se poser régulièrement en marketing. Et à certains, on va dire à certains montants, certaines questions. Par exemple, identifier ses clients, on va pas se poser cette question une fois qu'on a fait 10-15 millions d'euros. Ça va vraiment être au début, avec la première data qu'on aura fait grâce au drop ou grâce au e-commerce, qu'on pourra vraiment bien solutionner cette question. Comment gérer sa marque, on va pas le faire en testing. Ça va vraiment être une fois qu'on a fait vraiment un sacré montant. Comment s'adapter à d'autres publics, c'est une fois qu'on aura vraiment installé sa marque sur un public, que ce soit par exemple sur la niche fitness, etc., où on aura vraiment une grosse assise sur la marque, une grosse part de marché. Il y a d'autres produits, hein, par exemple tout ce qui va être sport, tout ce qui va être les produits pour enfants, etc., les jouets. Il y a beaucoup de produits en drop qui peuvent être déclinés en marque comme ça. Comment on peut essayer d'élaborer une nouvelle stratégie pour essayer de viser d'autres parts de marché, voir s'il le faut, déterminer qu'en fait, on peut pas forcément évoluer plus que ça sur notre marché et notre shop nous permet pas forcément, vu dans la niche sur laquelle il est, de s'adapter à d'autres publics. Dans ce cas-là, on lance une marque, une déclinaison de la marque, un autre shop, on va dire, qui rappelle un petit peu l'image de marque de ce qu'on a fait déjà, mais qui va être clairement visé pour d'autres secteurs. Voilà, par exemple, vraiment faire un shop pour les personnes, les femmes enceintes, etc. On peut pas trop décliner ce shop-là en plein d'autres secteurs. Ok, on va faire un dérivé du shop qui va rappeler l'image de marque et qu'on va pouvoir peut-être accompagner la femme une fois qu'elle aura accouché dans des produits divers et variés pour s'occuper de son enfant, voire limite encore plus loin, comme je vous ai dit tout à l'heure, des jouets, tout ça. Vraiment suivre le processus de l'enfance de A à Z concrètement, et ça peut être vraiment sympa de développer toute une offre et tout on va dire un réseau de shops sur cette branche. C'est très rentable et ça fait vraiment, pour le coup, c'est le genre de choses qui peuvent se revendre à des dizaines, voire plus de millions d'euros si vous voulez faire une sortie, clairement. Quand je parlais ensuite, en plus de personnaliser, etc., vous avez très bien vu, par exemple, les bouteilles Coca où il y avait des noms, des villes, etc. C'est le genre de personnalisation qui peut être vraiment exceptionnel. Après, vous êtes au courant que c'est Coca, c'est-à-dire que ça coûte des centaines de millions d'euros, mais qui sait, peut-être qu'une personne dans cette formation arrivera à ce stade-là, et je le souhaite. Vraiment, il y a plein d'exemples possibles, par exemple même pour les Oh My Case ou les trucs comme ça qui font vraiment des coques assez sympas. Ça peut être cool aussi sur les vêtements, il y a pas mal de choses à faire. Sur la niche des enfants, encore une fois, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, c'est toutes sortes de questions qu'on va pouvoir se poser tout au long, on va dire, de notre processus marketing. Et je vous expliquerai vraiment comment répondre, comment bien choisir ses clients, etc. et s'adapter au fur et à mesure. Dans un second temps, il va y avoir aussi tout un processus analytique, donc comment mesurer l'efficacité d'une campagne de publicité. Donc ça va être grâce à certains indicateurs qu'on verra personnellement pour chaque, on va dire, plateforme. Comment améliorer le shop en fonction des résultats qu'on a eu, améliorer notre produit en fonction des résultats qu'on a eu. Ça va être vraiment comment bien analyser ces résultats, sur quoi focus. Ok, je vois que cette audience-là elle réagit très très bien à une certaine créative, donc je vais plus leur montrer ça. Peut-être qu'une autre va réagir moins bien, mais par contre réagit mieux si on lui montre des vidéos avec beaucoup de social proof, etc. C'est des choses qu'on va pouvoir analyser et qu'on va pouvoir, on va dire, optimiser pour vraiment délivrer, comme je vous ai dit, le bon message au bon moment à la bonne personne. Clairement, ça va être vraiment ça tout l'objectif. Donc on va sous-entendre en plus un certain nombre d'hypothèses. Le consommateur est irrationnel, ça c'est vraiment ultra théorique pour ceux qui ont fait des études d'économie, etc. En fait, on part du principe que, en gros, tous les agents sont rationnels, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent, qu'ils savent maximiser leur utilité, c'est-à-dire leur satisfaction concrètement. Là, on va partir du principe que le consommateur est irrationnel en marketing, donc avec un bon message au bon moment, peut-être qu'une offre qui le satisferait moins qu'une autre. Par exemple, imaginons, je sais pas, peut-être que des vacances, ok, ça va être cool, 600 € d'un coup pour une semaine de vacances dans le sud, ça va le satisfaire peut-être un moment, mais un iPad, ça le satisferait plus sur le long terme. Ok, c'est pas grave, on va essayer de faire en sorte que il soit conquis par le voyage, en tout cas pour les agences de marketing, pour les agences de voyage, ça va être vraiment leur but. On va aussi avoir une autre hypothèse, donc ça va être vraiment que les acteurs du marché nouent des relations de fidélité. Donc vraiment, ça veut dire qu'en gros, les marques vont essayer vraiment de fidéliser leur audience le plus possible.
et ce qui va être aussi on va dire votre objectif sur le long terme, pas forcément sur des shops de drop en instant, en cash, on va dire, en one shot, mais au fur et à mesure que vous aurez plus d'argent, etc., et que vous aurez plus de budget pour level up, on va dire, et pouvoir lancer des projets plus intéressants, vraiment il faudra prendre en compte cette hypothèse que vous allez essayer vraiment de fidéliser le plus possible votre clientèle, de les faire revenir et vraiment d'avoir un retour des clients le plus possible pour pouvoir pérenniser. En gros, si vous avez une entreprise où votre produit, les consommateurs l'achètent, on va dire, tous les 3-4 mois, ok, ça veut dire que vous savez que tous les 3-4 mois, vous avez un certain montant, un certain cash flow qui va rentrer. Ça fait plaisir, ça monte forcément la valeur de votre marque. Clairement, une audience fidèle, une base, un fonds commercial presque limite, si on pourrait appeler ça comme ça monte exceptionnellement la valeur de votre marque, quoi, concrètement, puisque vous savez qu'il y a de l'argent qui rentre tout le temps. En termes de pérennité, c'est ouf, parce que vous savez qu'en gros, vous n'aurez pas trop de problèmes pour la suite, vu que tout le temps, vous aurez des clients qui reviendront acheter. Alors bien sûr, il faudra augmenter, on va dire pas augmenter, mais il faudra améliorer votre produit, votre offre, etc. Sur le long terme, et vous aurez forcément des concurrents qui viendront se passer face à vous, mais c'est quand même très très bon signe d'avoir une marque qui a des clients qui reviennent tout le temps comme ça permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise, on va dire financièrement déjà dans un premier temps. Donc voilà à peu près pour les hypothèses. Il y en a d'autres, mais je vais pas y passer forcément beaucoup de temps parce que c'est des choses qui sont pas très intéressantes, en tout cas en drop, qui s'appliquent pas forcément. C'est vraiment pour vous donner une image un petit peu du marketing pour théorique et pour les marques vraiment que je voulais faire cette vidéo. Mais c'est vrai que pour le drop, ça s'applique difficilement. Donc on va essayer de passer un petit peu à l'élaboration d'une stratégie de marque. On va diviser ça en 3 étapes. Donc avec la segmentation, identifier les segments du marché, les clients potentiels, etc. Essayer de trouver un persona. Ensuite, on va faire du ciblage, ce que vous connaissez un petit peu du targeting, en gros, du ciblage qu'on pourrait faire sur Facebook Ads, etc. Donc, le niveau d'attractivité de chaque segment, c'est ce qu'on teste, on va dire, en testing. Quelle audience va marcher le mieux, par exemple. Et une fois qu'on a ces résultats, on va pouvoir sélectionner les segments qui marchent le mieux. Et ensuite, vraiment, ça va être le positionnement. La 3e étape, donc l'élaboration d'une différenciation concurrentielle pour chaque segment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'une audience va mieux réagir à un certain type d'offre, à un prix, on va dire, un peu différent, par exemple. Donc ça va être vraiment la conception d'un plan marketing adapté pour chaque audience. Concrètement, si on pouvait appliquer ça à Facebook Ads, donc la segmentation, ça va être tester différentes audiences, essayer de voir un peu les personas de vos clients. Le ciblage, ça va être ça, donc tester vraiment concrètement ces audiences et sélectionner grâce aux résultats de ce testing les meilleures audiences et la meilleure créative pour chacune des audiences. Et le positionnement, voilà, vous allez remarquer que une certaine audience elle préfère ça, etc., préfère peut-être un code promo à ce moment-là, etc. Et donc vous allez pouvoir mettre en place tout un tunnel de vente qui va répondre à vos clients à chaque instant et qui va pouvoir les accompagner, on va dire, dans le chemin de la conversion et vraiment faire augmenter vos ventes, quoi, concrètement. Donc la segmentation, on va revenir dessus. Il y a différents types de segmentation concrètement. Après, moi, je vais aller rapidement sur cette partie. Donc, c'est vraiment une activité qui consiste à distinguer au sein d'un marché déterminé. Donc, clairement, en gros, tout un marché de consommateurs que vous pouvez déjà segmenter, on va dire, si vous voulez que des hommes ou que des femmes, etc. Donc, vous allez chercher des sous-ensembles d'individus donc qui ont des attentes, des besoins homogènes, c'est-à-dire qui recherchent à peu près les mêmes produits, etc. Par exemple, si on peut prendre un exemple, l'audience Weight Watchers sur Facebook, bon, ça va être des gens qui vont avoir des attentes en termes de perte de poids, qui vont avoir des complexes, etc. Donc c'est un sous-ensemble qu'on peut évidemment noter si on a un produit qui répond, enfin en tout cas qui répond à ce problème. Il va y avoir des centaines de sous-ensembles, hein, clairement. On peut même partir sur des sous-ensembles politiques, de revenus, etc. Donc vraiment les étapes, ça va être repérer des groupes de personnes, essayer de repérer des audiences types et déterminer leurs caractéristiques concrètement, quoi, en gros. Peut-être que vous allez faire des rapprochements, que en gros cet ensemble-là, il y a beaucoup de gens qui aussi politiquement votent à gauche par exemple, donc ça pourrait être intéressant de viser aussi une audience de gauche par exemple. C'est beaucoup de rapprochements qu'on peut faire mais qui sont assez difficiles on va dire en testing, même si moi j'aime bien en tout cas sur des testings sur Facebook toujours rajouter un petit truc, soit des personnalités, soit voilà des mouvements politiques, etc. Donc on va avoir différents critères de segmentation, donc il va y avoir la géographie,
géographie déjà, ça c'est intéressant, même si vous allez sûrement commencer par la France ou un pays en tel quel, des pays entiers. Vous pouvez aussi cibler par région, taille d'agglomération, les climats, etc. Même si c'est assez compliqué au niveau des ads de faire ce type de segmentation. Vous allez aussi avoir des critères, on va dire, socio-démographiques, donc ça va être l'âge, le stade du cycle de vie familial. Il y a des audiences sur Facebook, parents d'enfants de 0 à 3 ans. Vous allez pouvoir faire des segmentations au niveau des revenus. Par exemple, sur Snapchat Ads aux US, vous avez les CSP+, etc. Enfin, ceux qui ont des hauts niveaux de revenus, clairement. Le sexe, la religion, la nationalité, et encore beaucoup d'autres choses, telles que les marques, etc. Ça va être vraiment le troisième critère un peu de segmentation, donc le style de vie, la personnalité, les goûts et les couleurs de chacun, ce qui va être assez intéressant. Par exemple, ceux qui sont fans d'Azos, si vous avez une marque de vêtements, ceux qui vont régulièrement chez Bricomarché, si vous avez par exemple un shop de bricolage, etc. Donc ça va être beaucoup de segmentation comme ça. Vous allez aussi avoir une segmentation sur le comportement des consommateurs. Vous avez ça sur Facebook Ads, par exemple, ou même sur Snapchat Ads avec les acheteurs actifs, même si j'aime pas du tout cette audience-là, vous avez ça. Ceux qui achètent dans les centres commerciaux, par exemple. Vous allez avoir ceux qui ont acheté dans les moins de 24 heures, peut-être sur Facebook Ads, ou alors ceux qui sont nés, on va dire, qui achètent souvent pour leur anniversaire, etc. Il y a beaucoup de comportements qui sont identifiables et beaucoup qui restent à identifier, clairement. J'ai pas testé tout pour le coup, mais il y en a des vraiment qui sont ultra sympas. Sur Google, des gens qui ont déjà commencé leur processus, on va dire, pas d'achat, mais de recherche de produits, et vous allez pouvoir les target au bon moment, etc., avec un message défini, et les faire convertir beaucoup plus vite, clairement. Pareil, comme je vous ai dit, l'audience, les mois d'anniversaire, tout ça, c'est vraiment ultra sympa. Si vous avez des cadeaux, tout ça, après peut-être pas viser la personne en elle-même, mais viser les personnes qui connaissent des gens, ça peut être vraiment ultra cool. Voilà à peu près. Donc pourquoi segmenter clairement? Donc c'est répondre de manière plus satisfaisante aux besoins de vos consommateurs. Clairement, ça je vais pas faire une image, ça paraît vraiment basique. Donc c'est pour recruter de nouveaux consommateurs. Donc ça c'est clairement en période de testing, donc vraiment de la colle, de l'acquisition concrètement. Repérer des niches, vous allez peut-être repérer des niches qui étaient pourtant insoupçonnées sur votre produit et qui vont convertir très très bien. C'est pour ça qu'il y aura comme Fouad l'a fait, comme Teaser le dira sur Snapchat Ads, et comme je vous le montrerai sur Google, des fois des niches qu'on repère pas forcément mais qui peuvent être ultra bankable, et dans ce cas là tout le temps les tester, tout le temps. Du coup aussi vraiment pourquoi segmenter? Pour réduire ses coûts publicitaires. Vous allez voir qu'en scaling le moindre euro va compter, les ROS vont diminuer forcément vu que vous allez mettre beaucoup plus de budget, etc., que l'algorithme va avoir un peu plus de mal à trouver des clients pour le même prix. Vous allez voir vos ROS diminuer, et il faut absolument réduire ses coûts de publicité. Donc avec une bonne segmentation, un bon ciblage, etc., vous allez pouvoir énormément économiser et être beaucoup plus, on va dire, bénéficiaire, être beaucoup plus rentable. Vous allez pouvoir aussi redynamiser un marché en perte de vitesse. Il se peut que vous trouviez des audiences où il y a eu un produit qui a été rincé sur cette audience concrètement. Voilà, vous allez vous dire, ok, il y a ce produit-là qui a bien marché sur cette audience-là. Si je dynamise un petit peu le marché en faisant un nouveau produit dans le même style, ou alors en essayant de réadapter aux nouvelles tendances ce produit, je peux peut-être faire quelque chose, concrètement. En gros, je peux faire un meilleur shop, une vidéo qui montre différents aspects qui n'ont pas été forcément évoqués du produit. Il y a pas mal de choses à faire concrètement. Vous pouvez aussi exploiter ou créer des nouvelles habitudes de consommation, par exemple avec tout ce qui va être le streaming, etc., qui n'existait pas du tout avant. Maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous allez pouvoir repérer que les clients commencent vraiment à streamer. Là, c'est un exemple, ça existe déjà cette habitude maintenant, mais par exemple, il y a 5-6 ans, vous auriez pu repérer cette habitude et commencer à proposer des produits comme on voit, des trucs pour tenir le téléphone sur le lit, etc., qui maintenant marchent plus du tout forcément puisque c'est plus actuel, mais à cette époque, vous auriez pu le repérer concrètement et faire encore un bon hold-up concrètement. Ou même il y a beaucoup d'autres habitudes comme ça qui peuvent être sympas. Je parle par exemple les box surprise, tout ça qui peuvent être cool. Bon, c'est des trucs qui sont dépassés. À vous de trouver des nouveaux, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas dans ce milieu. Un exemple par exemple de segmentation concrètement.
on pourrait prendre encore une fois Coca avec le Coca Zéro qui va s'adresser peut-être à des personnes qui aiment le Coca et qui n'ont pas forcément envie de trop de sucre, mais il y a aussi encore d'autres, le Coca Diet ou des trucs comme ça, ou d'autres dérivés pour les gens qui sont vraiment en mode ultra à cheval sur leur ligne. C'est comme ça que vous devez pouvoir segmenter le marché avec vos produits, etc., et pouvoir s'adapter à d'autres, on va dire d'autres secteurs, clairement. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, la deuxième étape, ça va vraiment être le ciblage. Donc, on va choisir les segments, les meilleures audiences, etc. Enfin, en tout cas, celles qui ont l'air le plus prometteuses en termes de taille, de rentabilité, etc. Ça va être très important sur Facebook Ads, des grosses audiences pour bien scaler, etc. On va pouvoir aussi peut-être déterminer que sur une audience, il y a beaucoup plus de concurrence, qu'il y a un produit qui est peut-être, on va dire, un produit de substitution qui est beaucoup plus demandé, que le pouvoir d'achat des clients, par exemple, il est beaucoup plus faible. Imaginons qu'on a un produit qui se prête vraiment très bien aux influx. Ok, on a envie de le faire en France ou en Espagne, on hésite, les deux cibles sont assez sympas, mais c'est sûr qu'en Espagne, ils ont quand même moins de pouvoir d'achat, même s'il est quand même sympa, ils ont moins de pouvoir d'achat, c'est un fait. Donc, on va plutôt viser, par exemple, la France, etc., quoi. Il y a beaucoup de choses à faire comme ça qui sont déductibles. Après, ça s'applique encore une fois aux marques, etc., avec des gros budgets, mais je pense que même en testing, vous pouvez vous amuser à faire des espèces de segmentation, de ciblage, comme ça vous permet peut-être un peu de gagner du temps, et grâce à l'étude de la concurrence, tout ça, vous pouvez gagner, on va dire, en efficacité, optimiser dès le début un petit peu vos audiences, pouvoir économiser quelques euros. Donc là, vous allez, en gros, le ciblage, ça va être choisir des segments où votre marque peut disposer d'un avantage concurrentiel. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir vous démarquer de la concurrence ou offrir un meilleur produit, etc. En gros, offrir une meilleure offre marketing, et vous allez donc, du coup, potentiellement faire du chiffre, etc., être bien rentable et pouvoir faire vos premiers euros, on va dire. Premiers ou gros euros si vous êtes déjà en marque, etc., quoi. Donc, on va distinguer plusieurs types de marketing. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais revenir dessus parce que c'est assez intéressant. Donc, il y a le marketing indifférencié, donc de masse, c'est-à-dire vraiment le plus gros marketing qui existe, c'est-à-dire le marketing télé dans les magazines, etc. Donc ça va pas forcément être très intéressant pour le drop, ou dans le fait où c'est pas des produits qui sont forcément tout le temps généraux, et que vous allez viser trop de personnes, ça va pas être forcément très rentable. C'est vraiment juste, en fait, plus de la brand awareness, ce qu'on appelle de la brand awareness. Vraiment, c'est de l'image de marque. On va pas viser la rentabilité pure pour le coup. Donc là, on va s'adresser à tous les segments en même temps, peu importe si les segments sont des potentiels clients ou pas. Vraiment, comme je vous ai dit, voilà, programme télé, magazine, panneaux publicitaires, etc. Là où, en fait, les gens, tout type de personnes peuvent regarder votre pub, etc. Pas ça ouf, vraiment, sauf si vous avez vraiment une marque à plusieurs dizaines de millions d'euros, là, ça peut être intéressant. Mais au début, je trouve ça vraiment, enfin, même pas au début, mais à un certain level, en dessous comme je vous ai dit tout à l'heure, 5-6 millions d'euros, ça sert vraiment à rien. Ça nécessite vraiment beaucoup trop de budget, beaucoup trop de moyens, on va dire, pour un résultat qui est assez faible, on va dire, sur le court terme. Parce que bien sûr, sur le long terme, ça a vraiment une importance, mais sur le court terme, ça va pas être très intéressant. Et voilà, en plus, il faut avoir, si vous êtes en drop, etc., il faut vraiment avoir une logistique à toute épreuve. Imaginons que vous ayez vraiment du gros volume comme ça, il va falloir pouvoir débiter, etc., et trouver le produit assez facilement. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils voient la télé, au max, ils vont aller sur votre site, faire 2 clics, etc., mais il va pas falloir qu'ils fassent, par exemple, tout un chemin de croix sur votre site pour pouvoir commander, clairement. Donc ça implique vraiment beaucoup d'autres choses, clairement. Donc on va avoir ensuite le marketing différencié. Donc là, ça va être vraiment un peu plus, on va dire, ciblé. On va viser plusieurs segments ou des mix différents, on va dire, pour différents produits. C'est pas encore ce qu'on appelle vraiment le marketing de niche. Donc nous, ce qu'on fait clairement sur Facebook Ads, etc. Là, on va viser vraiment, par exemple, tel magazine, parce qu'on sait que notre audience lit plutôt ce type de magazine. On va viser, par exemple, je sais pas, une pub peut-être en boîte aux lettres, etc., vers des gens qu'on aura déjà préalablement regardé. Imaginons, on fait du B2B, donc c'est du business to business, c'est-à-dire du marketing vers d'autres entreprises. Peut-être repérer une liste d'entreprises et leur envoyer un prospectus, une carte de visite ou un message sur LinkedIn, par exemple, ce qui peut être sympa aussi. Voilà, c'est pas très, on va dire, pertinent, on va dire, pour votre étape. Encore une fois, ces deux types de marketing vont être assez vraiment peu utilisés en drop comme en e-commerce, à part si vous êtes vraiment des énormes marques type Zalando,
etc. Encore une fois, quoi. Le troisième type de marketing, c'est le marketing de niche, clairement. Donc c'est ce qu'on fait sur Facebook Ads. On a à peu près une idée, on va dire, de la niche sur laquelle on veut cibler. On va leur donner le message, un tel message à un même moment, aux mêmes personnes concrètement. C'est-à-dire vraiment, voilà, vous allez distribuer votre produit pour enfants sur la niche des personnes qui ont des enfants, etc. Avec une vidéo montrant des enfants, etc. Ça paraît assez basique, mais c'est ce qu'on appelle vraiment du marketing concentré. Et c'est au final vraiment une étape du marketing. Donc faites gaffe quand même, ça vous permet, on va dire en termes de ciblage, on est vraiment sur partie vraiment étroite du ciblage, mais il y a une étape encore après, vous verrez, le micro-marketing, clairement, c'est du marketing qui va être individualisé, donc vraiment là pour le coup, ça va peut-être être plus des mails, etc., où vous allez pouvoir vraiment cibler chaque personne, lui envoyer un mail très personnalisé avec son nom, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Et c'est aussi à cette étape de micro-marketing où vous allez pouvoir faire du sur-mesure, enfin de la personnalisation vraiment extrême. Imaginez vous faites du pod, etc. Vous allez pouvoir montrer un t-shirt différent on va dire, à certaines personnes et d'autres non, etc. Par exemple, en micro-marketing, on pourrait compter la DPA de Facebook concrètement, puisque vous allez remontrer les produits que les gens ont déjà vus directement à cette audience. Donc en soi, on pourrait le compter comme micro-marketing, clairement. Ensuite, la dernière étape, comme on avait parlé, ça va être vraiment le positionnement. Donc donner une place au produit dans l'esprit du consommateur. Donc par rapport aux concurrents, ça va être assez rapide, puisque dans tous les cas vous voyez un peu de quoi je veux dire. En gros, il faudra disposer d'éléments de différenciation, donc un meilleur site, une meilleure vidéo, peut-être un prix peut-être plus attractif, un produit qui est un peu différent de votre concurrence, qui est un peu amélioré. Ça va être tout les possibilités de différenciation possibles, ou un produit qui est peut-être plus personnalisé, etc. Voilà, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Il y a le produit, le service, peut-être que voilà aussi vous aurez peut-être un meilleur SAV, que vous livrez plus rapidement, ça peut être des éléments de différenciation aussi, des points de vente, si vous avez différents points de vente, que ce soit sur Insta, Facebook, ou alors carrément vous êtes sur Amazon FBA, vous êtes sur Cdiscount. Il y a beaucoup de choses à faire, ou l'image de votre marque concrètement, peut-être qu'une image de marque plus importante et plus, on va dire, plus haut de gamme va vous donner un avantage de différenciation sur le marché haut de gamme, etc. Il y a beaucoup d'outils, on va dire, de différenciation. Et pourquoi on va chercher ça concrètement? C'est en gros pour mettre en avant les bénéfices du produit, clairement. En gros, ça va être une espèce d'hexagone. Pourquoi? Qui, donc la cible, quand adresser le message, etc. et contre qui, donc les concurrents. Donc vous allez pouvoir faire une sorte d'enveloppe symbolique autour de votre marque et pouvoir cibler les bonnes personnes. Donc quelles sont les différences à mettre en avant concrètement quand on construit son positionnement? Donc c'est se faire une espèce de grille d'évaluation. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les matrices SWOT, etc. qui peuvent être sympas. Quand vous faites du drop pur au début, ça sert vraiment à rien, ça va vraiment être pour les marques, etc. que vous pouvez faire ce type d'analyse, et encore c'est pas forcément évident au début. Voilà, vous allez pouvoir faire des matrices comme ça où vous allez mettre vos forces, vos faiblesses, opportunités, les menaces, et vraiment orienter votre positionnement là-dessus. Il y a des cartes aussi perceptuelles, les cartes mentales, etc. qui peuvent être vraiment sympas pour ce genre de questions. Clairement, en gros, ça va être bien cerner l'univers de votre marque et anticiper les nouveaux concurrents, les nouvelles habitudes de consommation, etc. Ce qu'ont par exemple pas fait Blockbuster quand Netflix leur a proposé d'être racheté, ils n'ont pas anticipé le nouvelle habitude de consommation. Et voilà, ils auraient pu racheter Netflix pour 50 millions, ils l'ont pas fait. Maintenant, ça vaut plus d'une dizaine de milliards d'euros, et c'est une énorme erreur, concrètement. Vous allez pouvoir aussi, grâce à ça, analyser le positionnement des concurrents. Peut-être que l'image de marque d'un de vos concurrents, il y a une faiblesse. Vous pouvez peut-être appuyer sur cette faiblesse et faire un peu de negative ads, par exemple. Ça peut être assez sympa. Identifier, encore une fois, les besoins de vos consommateurs. Peut-être qu'il y a eu un besoin que vous n'avez pas identifié et qui est pourtant déterminant sur l'audience et qu'aucun de vos concurrents l'a fait. Éventuellement, faire les trois en même temps, par exemple, aussi, ça peut être largement faisable. Et voilà, en tout cas, les critères de différenciation. Vous allez pouvoir, comme ça, mettre en avant certaines caractéristiques de votre produit, ses bénéfices, mettre en avant les utilisateurs potentiels. Donc ça va être tout ce qui va être vidéo, par exemple unboxing, etc. que vous pouvez faire, social proof, des vidéos de review où les gens montrent vos produits, etc. un peu de façon artisanale, préciser des occasions d'utilisation qui peuvent être intéressantes, ou on va dire même pas forcément que des occasions, mais des moments carrément d'utilisation, si c'est en été, hiver, tout ça, les produits de saisonnalité comme ça, et se placer en référence à d'autres produits et pouvoir proposer toute une gamme de produits complémentaires qui va faire augmenter clairement votre panier moyen, Donc les conditions pour un positionnement efficace, donc il va falloir être clair, pertinent, distinctif, cohérent, attractif
rébarbatif et durable concrètement. Après ça c'est vraiment théorique, c'est vraiment ce que vous pourrez retrouver assez facilement sur le net, mais ça va être, on va dire, les différentes conditions d'un positionnement efficace concrètement. Là on va passer à la dernière partie qui va être le lexique, on va dire, du marketing un petit peu. Donc il y a des mots que je vais repasser. Encore une fois, ces lexiques-là, ils peuvent se retrouver facilement sur Internet, mais je voulais dire, histoire de que tout le monde soit au courant, clairement, ça me ferait chier de faire une formation et qu'il y ait des mots que vous compreniez pas forcément. Donc même si c'est rébarbatif pour tous ceux qui connaissent, on va dire, le lexique, vous pouvez passer maintenant la vidéo et aller à la suivante. Mais pour ceux qui connaissent pas encore le lexique, je parle par exemple pour tous ceux qui sont en bachelor, etc., prenez le temps d'écouter tout le lexique, de le relire, de bien le maîtriser, etc., parce que ça va être important, même pour la suite, ou par exemple si vous regardez après du contenu américain, tout ça, vous n'allez pas forcément comprendre sans le lexique, ça va être intéressant, enfin, ça va être important pour toute la suite, on va dire, de votre aventure dans le business, où vous allez devoir maîtriser certains mots, et ça vous permettra d'évoluer plus facilement en connaissant tout le vocabulaire, en pouvant maîtriser d'autres techniques, d'autres stratégies, etc., quoi. Donc si vous connaissez tous ces termes-là, c'est-à-dire CTR, etc., vous pouvez passer directement. Si vous connaissez pas, on continue. Du coup, on va avoir comme premier mot, je vais faire dans l'ordre, on a l'A/B testing, donc ça va être un processus en gros, ça permet de comparer deux versions d'un même produit, d'un même site, etc. En gros, ça va nous permettre clairement, en gros, par exemple, on va montrer un site à 100 visiteurs et à 100 autres visiteurs une autre version du site, par exemple avec un prix différent sur le produit, et voir avec quel prix ça va convertir le mieux. Peut-être que ça se trouve, vous vendez votre produit à 34 € par exemple, et que vous testez quand même en A/B test, vous testez le produit à 39 € et vous voyez qu'il y a le même taux de conversion, les gens consomment pareil. Bon, bah, ok, c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez faire encore plus de marge sur le produit et que ça change pas forcément le taux de conversion, etc. Donc parfait, voilà, vous pouvez faire plus d'argent avec juste en augmentant le produit. Donc voilà, on y va, c'est l'A/B test en gros. Concrètement, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, le B2B, donc c'est avec le business to business, donc ça va être le business avec d'autres entreprises concrètement, en opposition au B2C qui va être le business avec les particuliers. On va aussi avoir le bounce rate, ce qu'ils appellent le bounce rate, ou le taux de rebond concrètement, donc ça va être combien de personnes, on va dire, qui arrivent sur votre site et qui quittent sans cliquer ou prendre ou faire d'autres actions concrètement. Donc en gros, la personne arrive sur votre site, on a par exemple un taux de rebond extrêmement élevé sur Snapchat Ads par exemple, les personnes arrivent, swipe up et se barrent directement. Bon, voilà, ça c'est le bounce rate concrètement. On va avoir aussi le CTA, donc le call to action, ça va être par exemple les boutons sur votre site, les images, etc. En fait, tout ce qui va être possible de rediriger les personnes, en fait, concrètement, tout bloc ou tout élément où vous allez pouvoir rediriger les personnes, que ce soit les boutons, images, etc. Comme je vous l'ai dit, même sur une vidéo, par exemple, vous pouvez faire un call to action, il y a pas mal de choses possibles, un accordéon, tout ça, c'est tout ce qu'on va appeler les CTA. Pareil sur la pub Facebook, le bouton en savoir plus, acheter, etc. C'est ce qu'on appelle les CTA concrètement. On va avoir aussi tout ce qui est brand content, donc ça va être le contenu de marque concrètement, donc les images, les sliders, les shootings, etc. Donc tout le contenu qui va être lié à votre marque, que ce soit des images, des vidéos, etc. C'est ce qu'on appelle le brand content. Vous allez voir aussi par exemple le brand awareness, donc ça va être l'image de marque. En gros, ça va être des objectifs publicitaires. Vous allez le retrouver sur Snap, TikTok, on va le retrouver aussi, je crois, il me semble, un petit peu sur Google Ads. C'est juste un objectif. Brand, ça veut dire marque. Awareness, ça veut dire valorisation, on va dire. Et vous allez avoir brand content. Dès que vous voyez brand, en gros, ça veut dire quelque chose de marque. On va avoir ensuite comme définition, on peut avoir aussi le chemin de conversion que je vois là concrètement sur un blog. C'est ce qu'on appelle le funnel, clairement. Ça va être toute une série d'événements qui facilitent la capture de leads. Bon, c'est un petit peu expliqué comme une merde sur le site, j'avoue. Ça va être plutôt concrètement tout le chemin parcouru par votre utilisateur pour faire une conversion, que ce soit la visite par exemple sur votre site, le page view, donc la vue d'une page produit, ATC, l'add to cart, donc l'ajout au panier, puis ensuite le purchase, donc l'achat par exemple. Après ça peut se décliner sur d'autres types de marketing, enfin d'autres types de tunnels. C'est pas forcément, vous n'avez pas forcément visé qu'une vente en e-commerce, ça peut être aussi l'obtention d'une adresse email d'un client, etc., ou l'appel. Ça peut être le genre de lead aussi ou de conversion qu'on essaye de viser sur certains autres business, comme par exemple l'immobilier, tout ça, qui peut être intéressant concrètement. Et on va pouvoir en tout cas distinguer
distinguer dans ce funnel l'étape où la personne est tout au début du tunnel. Voilà, elle commence juste à découvrir votre produit, tout ça, donc vous allez pouvoir juste la faire revenir en montrant peut-être davantage votre produit ou en donnant peut-être une petite offre ou en montrant des personnes utilisant le produit, tout ça. Elle va revenir, elle va commencer à ajouter au panier. Ok, elle a ajouté au panier, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Lui donner peut-être un discount qui la fera changer, mettre une petite urgence peut-être de manière avec un nudge ou quoi, tu vois, il y a beaucoup de choses possibles concrètement et c'est ce qu'on appelle le funnel de vente. On va pouvoir adresser des différents messages à différents moments du funnel et c'est ça qui sera la base d'une stratégie clairement en marketing comme je vous l'ai expliqué juste avant quoi, en gros. Vous avez aussi certainement beaucoup entendu parler du CRM, donc ça va être ça c'est l'abréviation de Customer Relationship Management, donc ça va être tout ce qui va être un peu dans le type Klaviyo, etc. Des outils qui vont vous permettre de manager un peu vos relations clients, donc que ce soit au service après-vente, que ce soit en cold avec des mails, etc. Vous avez clairement Klaviyo, SMS Bump peut être considéré comme un CRM, tout ça, même si pour les pros du marketing, on va dire que c'est pour eux c'est pas vraiment des CRM, mais il y a tout ça, il y a Sendinblue, il y a beaucoup de choses. En gros, c'est tout ce qui va vous permettre de garder contact avec votre base de vente, enfin avec vos clients ou vos potentiels clients concrètement. Vous pouvez compter Georgias par exemple dans le SAV qui peut être vraiment ultra sympa aussi. Voilà à peu près. On a aussi le classique CR, donc Conversion Rate, donc le taux de conversion, par exemple sur 100 visiteurs, si vous en avez 3 qui font une vente, vous avez 3% de conversion. Je considère moi en tout cas que les sites qui convertissent bien et qui sont bien faits ont en général à peu près 4-5% de taux de conversion concrètement, et même sur des gros volumes. Après ça va différer en fonction des sources d'acquisition de trafic. Si c'est sur Snapchat, oui on va dire 5% ça va être très très compliqué, on va dire en tout cas en France ça va être très compliqué, 2% ça sera déjà très bien sur Snapchat Ads en France, mais voilà à peu près ce que je voulais dire par taux de conversion quoi. On va ensuite avoir la classique, le CTR qui en gros veut dire le nombre de personnes qui cliquent sur votre annonce ou sur une page web sur la population globale qui a vu par exemple votre pub ou un email, etc. Imaginons il y a 5 personnes vous avez une base d'email de 1000 personnes, vous avez envoyé donc 1000 mails, il y en a que 5 qui cliquent, vous avez un CTR de 0,5% il me semble, si je calcule bien quoi. On peut ensuite distinguer contenu dynamique, encore une fois, tout ça je le reprends d'un site en fait, mais c'est juste pour me donner une base on va dire un lexique, des mots que je peux expliquer, parce que je suis pas du tout les définitions qu'ils disent par exemple, moi je l'explique avec les mots les miens, mais le contenu dynamique, donc ça va être tout ce qui va être DPA, donc Dynamic Product Ads par exemple sur Snapchat Ads et Facebook Ads, ça va être des choses qui vont être dynamiques en fonction de la personne, c'est-à-dire que par exemple vous allez pouvoir envoyer une personne qui est venue sur Zalando par exemple et qui a vu un produit, si on doit lui montrer une vidéo de tous les produits avant qu'il reconnaisse celui qu'elle a vu, c'est beaucoup trop long. Là, on va mettre en gros directement le produit qu'elle a déjà vu en ads pour elle, quoi, en retargeting concrètement. Pareil, je réexplique vite fait le retargeting. Retargeting, c'est reviser, retraquer des gens qui sont déjà venus sur notre site, etc. On peut distinguer aussi la warm, par exemple, dans un tunnel de vente, distinguer en termes de température des personnes. Donc la cold, donc ça va être l'acquisition concrètement. La warm, c'est les gens qui ont déjà vu vos vidéos, par exemple, mais qui n'ont pas été encore sur votre site, et donc qui ont eu déjà une sensibilisation un peu à votre produit. Et les derniers, donc la hot, le retargeting, qui va être tous les gens qui ont déjà vu votre suite et qui en gros, il faut les retraquer tous sans distinction pour les faire acheter maintenant. On peut distinguer aussi les KPI, donc les indicateurs. En gros, ça c'est vraiment juste le nom des indicateurs, clairement. Donc les metrics aussi, si on peut les appeler comme ça va être vraiment l'ensemble des données que vous allez analyser, enfin l'ensemble des indicateurs que vous allez analyser, qui vont vous aider à analyser plutôt vos pubs et déterminer si une audience mérite d'insister sur une telle audience, sur un tel produit, sur une telle offre, etc. quoi, en gros. Il y a plutôt des métriques très connues, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le CTR, on va voir le CPM aussi, le coût par 1000 impressions, donc c'est-à-dire le coût pour que votre pub soit montrée à 1000 personnes, on va voir les CPC, coût par clic qui va être très intéressant, et beaucoup d'autres, le CPA, le coût par achat qui est vraiment ultra important aussi. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur les différents lexiques, etc. Je vais pas tous les déballer là maintenant, je pense, mais c'est des indicateurs. De toute façon, dès que vous voyez des C et plusieurs lettres après, en général, c'est un indicateur de cost per, en gros coût par, et après la métrique que vous cherchez à identifier. On va avoir aussi la LTV, donc lifetime value, ça va être vraiment la valeur de vie d'un client pour le coup. Est-ce qu'un client va dépenser, par exemple, si votre site est vraiment du drop pur, qui est livré en un mois, etc. La lifetime value, concrètement, il achètera une fois, ça sera tout, quoi. Mais sur des sites, sur des marques, etc., ou des produits qui peuvent être, on va dire, poussés à la consommation plusieurs fois, c'est-à-dire, imaginons, c'est un produit
produit qui voilà met un mois à se consommer et après il doit racheter, vous allez pouvoir estimer une lifetime value et l'objectif clairement ça va être d'augmenter le plus possible, c'est le lifetime value quoi concrètement, ou descendre à la limite vos coûts publicitaires. Si vous voulez augmenter votre rentabilité, ça va être les deux objectifs un petit peu, soit augmenter votre panier moyen ou un peu votre lifetime value du coup, soit descendre vos coûts publicitaires clairement. Ensuite, pour terminer, on va donner les deux derniers. ROI, donc Return on Investment, donc ça veut dire le retour sur investissement. Vous dépensez 1 euro, combien il y en a qui rentrent en gros sur votre site. Mais on va distinguer aussi le ROS, donc le Return on Ad Spend. Combien, si vous dépensez 1 euro en ads, combien il en rentre sur votre site concrètement. Ça va être différent dans le sens où peut-être que le ROS c'est juste les publicités, mais peut-être que vous allez dépenser un petit peu aussi sur votre site, le thème, etc. Ou des améliorations du site, des applications, tout ça, ça va être à prendre en compte, on va dire, dans le ROI concrètement. Le ROS c'est juste une partie du ROI, mais les gens ont tendance, on va dire, à regarder que le ROS concrètement, quoi. Ce qui est important, mais il n'y a pas tout pris en compte, quoi. Donc voilà à peu près pour cette vidéo d'introduction au marketing. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour le prochain module et puis je vous souhaite une bonne journée.